Le vicomte de Bragelonne, partie 12, chapitre 52. La leçon de M. d'Artagnan. Raoul ne trouva pas le lendemain M. d'Artagnan, comme il l'avait espéré. Il ne rencontra que Planchet, dont la joie fut vive en revoyant ce jeune homme, et qui sut lui faire 2 ou 3 compliments guerriers qui ne sentaient pas du tout l'épicerie. Mais comme Raoul revenait de Vincennes, le lendemain, ramenant 50 dragons que lui avait confiés monsieur le prince, il aperçut sur la place Baudoyer un homme qui, le nez en l'air, regardait une maison comme on regarde un cheval qu'on a envie d'acheter. Cet homme, vêtu d'un costume bourgeois boutonné comme un pourpoint de militaire, coiffé d'un tout petit chapeau et portant au côté une longue épée garnie de chagrin, tourna la tête aussitôt qu'il entendit le pas des chevaux et cessa de regarder la maison pour voir les dragons. C'était tout simplement Monsieur d'Artagnan. Monsieur d'Artagnan à pied, d'Artagnan les mains derrière le dos, qui passait une petite revue des dragons après avoir passé une revue des édifices. Pas un homme, pas une aiguillette, pas un sabot de cheval n'échappa à son inspection. Raoul marchait sur les flancs de sa troupe. D'Artagnan l'aperçut le dernier. « Eh, fit-il, eh, mordiou !»« Je ne me trompe pas, dit Raoul en poussant son cheval. « Non, tu ne te trompes pas. Bonjour, répliqua l'ancien mousquetaire. Et Raoul vint serrer avec effusion la main de son vieil ami. « Prends garde, Raoul, dit d'Artagnan. Le 2e cheval du 5e rang sera déferré avant le Pont-Marie. Il n'a plus que 2 clous au pied de devant hors montoir. »« Attendez-moi, dit Raoul, je reviens. »« Tu quittes ton détachement ? Le cornet est là pour me remplacer. »« Tu viens dîner avec moi ? » ?»« Très volontiers, monsieur d'Artagnan. »« Alors fais vite, quitte ton cheval ou fais m'en donner un. »« J'aime mieux revenir à pied avec vous. » Raoul se hâta d'aller prévenir le cornet, qui prit rang à sa place. Puis il mit pied à terre, donna son cheval à l'un des dragons et, tout joyeux, prit le bras de monsieur d'Artagnan, qui le considérait depuis toutes ses évolutions avec la satisfaction d'un connaisseur. « Et tu viens de Vincennes ?» dit-il d'abord. « Oui, monsieur le chevalier. »« Le cardinal est bien malade. On dit même qu'il est mort. »« Es-tu bien avec monsieur Fouquet ?» demanda d'Artagnan, montrant, par un dédaigneux mouvement d'épaule, que cette mort de Mazarin ne l'affectait pas outre mesure. « Avec monsieur Fouquet ?» dit Raoul. « Je ne le connais pas. »« Tant pis, car un nouveau roi cherche toujours à se faire des créatures. »« Oh, le roi ne me veut pas de mal, » répondit le jeune homme. « Je ne parle pas de la couronne, » dit d'Artagnan, « mais du roi. »« Le roi, c'est monsieur Fouquet, à présent que le cardinal est mort. Il s'agit d'être très bien avec monsieur Fouquet, si tu ne veux pas moisir toute ta vie comme j'ai moisi. Il est vrai que tu as d'autres protecteurs, fort heureusement. Monsieur le prince, d'abord. »« Usez, mon ami. »« Monsieur le comte de la Fère. »« Athos ? Oh, c'est différent. Oui, Athos. Et si tu veux faire un bon chemin en Angleterre, tu ne peux mieux t'adresser. Je te dirai même, sans trop de vanité, que moi-même j'ai quelque crédit à la cour de Charles II. Voilà un roi, à la bonne heure. »« Ah, fit Raoul, avec la curiosité naïve des jeunes gens bien nés qui entendent parler l'expérience et la valeur. Oui, un roi qui s'amuse, c'est vrai, mais qui a su mettre l'épée à la main et apprécier les hommes utiles. Athos est bien avec Charles II. Prends-moi du service par là, et laisse un peu les cuistres de traitants qui volent aussi bien avec des mains françaises qu'avec des doigts italiens. Laisse le petit pleurard de roi, qui va nous donner un règne de François II. Sais-tu l'histoire, Raoul ? Oui, monsieur le chevalier. Tu sais que François II avait toujours mal aux oreilles, alors ? Non, je ne le savais pas. Que Charles IX avait toujours mal à la tête. Ah, et Henri III, toujours mal au ventre. Raoul se mit à rire. Eh bien, mon cher ami, Louis XIV a toujours mal au cœur. C'est déplorable à voir, qu'un roi soupire du soir au matin et ne dise pas une fois dans la journée « ventre Saint-Gris » ou « corne de bœuf », quelque chose qui réveille, enfin. « C'est pour cela, monsieur le chevalier, que vous avez quitté le service ?» demanda Raoul. « Oui. »
Mais vous-même, cher monsieur d'Artagnan, vous jetez le manche après la cognée. Vous ne ferez pas fortune. Oh, moi, répliqua d'Artagnan d'un ton léger, je suis fixé. J'avais quelques biens de ma famille. Raoul le regarda. La pauvreté de d'Artagnan était proverbiale. Gascon, il en chérissait par le guignon sur toutes les gasconnades de France et de Navarre. Raoul, 100 fois, avait entendu nommer Job et d'Artagnan comme on nomme les jumeaux Romulus et Rémus. D'Artagnan surprit ce regard d'étonnement. « Et puis, ton père t'aura dit que j'avais été en Angleterre ?»« Oui, monsieur le chevalier. »« Et que j'avais fait là une heureuse rencontre ?»« Non, monsieur, j'ignorais cela. »« Oui, un de mes bons amis, un très grand seigneur, le vice-roi d'Écosse et d'Irlande, m'a fait retrouver un héritage. »« Un héritage ? Assez rond. En sorte que vous êtes riche ? » ?»« Peu. Recevez mes bien sincères compliments. »« Merci. Tiens, voici ma maison. »« Place de Grève ? » ?»« Oui, tu n'aimes pas ce quartier ? » ?»« Au contraire, l'eau est belle à voir. »« Oh, la jolie maison antique !»« L'image de Notre-Dame. C'est un vieux cabaret que j'ai transformé en maison depuis 2 jours. »« Mais le cabaret est toujours ouvert ? » ?»« Pardieu. »« Et vous, où logez-vous ? » ?»« Moi, je loge chez Planchet. »« Vous m'avez dit, tout à l'heure, voici ma maison. » »« Je l'ai dit parce que c'est ma maison, en effet. J'ai acheté cette maison. »« Ah, fit Raoul. »« Le denier 10, mon cher Raoul. Une affaire superbe. J'ai acheté la maison 30 000 livres. Elle a un jardin sur la rue de la Mortellerie. Le cabaret se loue 1 000 livres avec le premier étage. Le grenier ou second étage, 500 livres. Allons donc. Sans doute. Un grenier, 500 livres, mais ce n'est pas habitable. Aussi ne l'habite-t-on pas, seulement tu vois que ce grenier a 2 fenêtres sur la place. Oui, monsieur. Eh bien, chaque fois qu'on roue, qu'on pend, qu'on écartèle ou qu'on brûle, les 2 fenêtres se louent jusqu'à 20 pistoles. Oh, fit Raoul avec horreur. C'est dégoûtant, n'est-ce pas ? Dit d'Artagnan. Oh, répéta Raoul. C'est dégoûtant, mais c'est comme cela. Ces badauds de Parisiens sont parfois de véritables anthropophages. Je ne conçois pas que des hommes, des chrétiens, puissent faire de pareilles spéculations. C'est vrai. Quant à moi, continua d'Artagnan, si j'habitais cette maison, je fermerais les jours d'exécution jusqu'au trou de serrure. Mais je ne l'habite pas. Et vous louez 500 livres ce grenier ? Au féroce cabaretier qui le sous-loue lui-même. Je disais donc 1500 livres. L'intérêt naturel de l'argent, dit Raoul, au denier 5. Juste. Il me reste le corps de logis du fond. Magasins, logements et caves inondées chaque hiver. 200 livres. Et le jardin, qui est très beau, très bien planté, très enfoui sous les murs et sous l'ombre du portail de Saint-Gervais et Saint-Protais. 1300 livres. 1300 livres ? Mais c'est royal. Voici l'histoire. Je soupçonne fort un chanoine quelconque de la paroisse. Ces chanoines sont des Crésus. Je le soupçonne donc d'avoir loué ce jardin pour y prendre ses ébats. Le locataire a donné pour nom Monsieur Godard. C'est un faux nom ou un vrai nom. S'il est vrai, c'est un chanoine. S'il est faux, c'est quelque inconnu. Pourquoi le connaîtrais-je ? Il paye toujours d'avance. Aussi, j'avais cette idée tout à l'heure, quand je t'ai rencontré, d'acheter, place Baudoyer, une maison dont les derrières se joindraient à mon jardin et feraient une magnifique propriété. Tes dragons m'ont distrait de mon idée. Tiens, prenons la rue de la Vannerie. Nous allons droit chez maître Planchet. D'Artagnan pressa le pas et amena en effet Raoul chez Planchet, dans une chambre que l'épicier avait cédée à son ancien maître. Planchet était sorti, mais le dîner était servi. Il y avait chez cet épicier un reste de la régularité, de la ponctualité militaire. D'Artagnan remit Raoul sur le chapitre de son avenir. « Ton père te tient sévèrement, dit-il. »« Justement, monsieur le chevalier. »« Oh, je sais qu'Athos est juste, mais serré, peut-être. » Une main royale, monsieur d'Artagnan. Ne te gêne pas, garçon. Si jamais tu as besoin de quelques pistoles, le vieux mousquetaire est là. Cher monsieur d'Artagnan. Tu joues bien un peu. Jamais. Heureux en femme, alors ? Tu rougis. Oh, petit Aramis, va. Mon cher, cela coûte encore plus cher que le jeu. Il est vrai qu'on se bat quand on a perdu, c'est une compensation. Bah,
Le petit pleurard de roi fait payer l'amende aux gens qui dégainent. Quel règne, mon pauvre Raoul, quel règne! Quand on pense que de mon temps, on assiégeait les mousquetaires dans les maisons, comme Hector et Priam dans la ville de Troie. Et alors les femmes pleuraient, et alors les murailles riaient, et alors 500 gredins battaient des mains et criaient « Tue, tue !» quand il ne s'agissait pas d'un mousquetaire. Mordiou, vous ne verrez pas cela, vous autres. Vous tenez rigueur au roi, cher monsieur d'Artagnan, et vous le connaissez à peine. Moi ? Écoute, Raoul, jour par jour, heure par heure, prends bien note de mes paroles, je te prédis ce qu'il fera. Le cardinal mort, il pleurera. Bien, c'est ce qu'il fera de moins niais, surtout s'il n'en pense pas une larme. Ensuite, il se fera faire une pension par M. Fouquet et s'en ira composer des vers à Fontainebleau pour des Mancini quelconques à qui la reine arrachera les yeux. Elle est espagnole, vois-tu, la reine. Et elle a pour belle-mère Madame Anne d'Autriche. Je connais cela, moi, les Espagnols de la maison d'Autriche. Ensuite, après avoir fait arracher les galons d'argent de ces Suisses, parce que la broderie coûte trop cher, il mettra les mousquetaires à pied, parce que l'avoine et le foin du cheval coûtent 5 sols par jour. Oh, ne dites pas cela. Que m'importe, je ne suis plus mousquetaire. N'est-ce pas ? Qu'on soit à cheval, à pied, qu'on porte une lardoire, une broche, une épée ou rien, que m'importe. Cher monsieur d'Artagnan, je vous en supplie, ne me dites plus de mal du roi. Je suis presque à son service, et mon père m'en vaudrait beaucoup d'avoir entendu, même de votre bouche, des paroles offensantes pour sa majesté. Ton père ? Eh, c'est un chevalier de toute cause véreuse. Pardieu, oui, ton père est un brave, un César, c'est vrai, mais un homme sans coup d'œil. Allons bon, chevalier, dit Raoul en riant, voilà que vous allez dire du mal de mon père, de celui que vous appeliez le grand Athos. Vous êtes en veine méchante aujourd'hui, et la richesse vous rend aigre, comme les autres la pauvreté. Tu as pardieu raison. Je suis un bélitre, et je radote. Je suis un malheureux vieilli, une corde à fourrage effilée, une cuirasse percée, une botte sans semelle, un éperon sans molette. Mais fais-moi un plaisir. Dis-moi une seule chose. Quelle chose, cher monsieur d'Artagnan ? Dis-moi ceci. Mazarin était un croquant. Il est peut-être mort ? Raison de plus, je dis était. Si je n'espérais pas qu'il fût mort, je te prierais de dire Mazarin est un croquant. Dis, voyons, dis, pour l'amour de moi. Allons, je le veux bien. Dis, Mazarin était un croquant, dit Raoul en souriant au mousquetaire, qui s'épanouissait comme en ces beaux jours. Un moment, fit celui-ci, tu as dit la première proposition. Voici la conclusion. Répète, Raoul, répète. Mais je regretterai Mazarin. Chevalier, tu ne veux pas le dire ? Je vais le dire 2 fois pour toi. Mais tu regretterais Mazarin. Il riait encore et discutait cette rédaction d'une profession de principe quand un des garçons épiciers entra. « Une lettre, monsieur, dit-il, pour monsieur d'Artagnan. »« Merci, tiens, s'écria le mousquetaire. »« L'écriture de monsieur le comte, dit Raoul. »« Oui, oui. » Et d'Artagnan décacheta. « Cher ami, disait Athos, on vient de me prier de la part du roi de vous faire chercher. »« Moi ?» dit d'Artagnan, laissant tomber le papier sous la table. Raoul le ramassa et continua de lire tout haut. « Hâtez-vous, Sa Majesté a grand besoin de vous parler et vous attend au Louvre. »« Moi ?» répéta encore le mousquetaire. « Hé hé !» dit Raoul. « Oh oh !» répondit d'Artagnan. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Chapitre 53. Le roi. Le premier mouvement de surprise passé, d'Artagnan relut encore le billet d'Athos. « C'est étrange, dit-il, que le roi me fasse appeler. »« Pourquoi, dit Raoul, ne croyez-vous pas, monsieur, que le roi doive regretter un serviteur tel que vous ?»« Oh oh !» s'écria l'officier en riant du bout des dents. « Vous me la donnez belle, maître Raoul. Si le roi m'eût regretté, il ne m'eût pas laissé partir. Non, non, je vois là quelque chose de mieux, ou de pis, si vous voulez. »« De pis ? Quoi donc, monsieur le chevalier ? Tu es jeune, tu es confiant, tu es admirable. Comme je voudrais être encore où tu en es. Avoir 24 ans, le front uni ou le cerveau vide de tout,
si ce n'est de femme, d'amour ou de bonnes intentions. Oh, Raoul, tant que tu n'auras pas reçu les sourires des rois et les confidences des reines, tant que tu n'auras pas eu 2 cardinaux tués sous toi, l'un tigre, l'autre renard, tant que tu n'auras pas... Mais à quoi bon toutes ces niaiseries? Il faut nous quitter, Raoul. Comme vous me dites cela, quel air grave. Mais la chose en vaut la peine, écoute-moi, j'ai une belle recommandation à te faire. J'écoute, cher monsieur d'Artagnan. Tu vas prévenir ton père de mon départ. Vous partez? Pardieu, tu lui diras que je suis passé en Angleterre et que j'habite ma petite maison de plaisance. En Angleterre, vous? Et les ordres du roi? Je te trouve de plus en plus naïf. Tu te figures que je vais comme cela me rendre au Louvre et me remettre à la disposition de ce petit louveteau couronné? Louveteau? Le roi? Mais monsieur le chevalier, vous êtes fou. Je ne fus jamais si sage, au contraire. Tu ne sais donc pas ce qu'il veut faire de moi, ce digne fils de Louis le Juste. Mais, mordiou, c'est de la politique. Il veut me faire embastiller purement et simplement, vois-tu. À quel propos? S'écria Raoul, effaré de ce qu'il entendait. À propos de ce que je lui ai dit un certain jour à Blois. J'ai été vif. Il s'en souvient. Vous lui avez dit? Qu'il était un ladre, un polisson, un niais. Ah, mon Dieu, dit Raoul, est-il possible que de pareils mots soient sortis de votre bouche? Peut-être que je ne te donne pas la lettre de mon discours, mais au moins je t'en donne le sens. Mais le roi vous eût fait arrêter tout de suite. Par qui? C'était moi qui commandais les mousquetaires. Il eût fallu me commander à moi-même de me conduire en prison. Je n'y eusse jamais consenti. Je me fusse résisté à moi-même. Et puis, j'ai passé en Angleterre. Plus de d'Artagnan. Aujourd'hui, le cardinal est mort, ou à peu près. On me sait à Paris. On met la main sur moi. Le cardinal était donc votre protecteur? Le cardinal me connaissait. Il savait de moi certaines particularités. J'en savais de lui certaines aussi. Nous nous apprécions mutuellement. Et puis, en rendant son âme au diable, il aura conseillé à Anne d'Autriche de me faire habiter en lieu sûr. Va donc trouver ton père, conte-lui le fait, et adieu. Mon cher monsieur d'Artagnan, dit Raoul, tout ému, après avoir regardé par la fenêtre, vous ne pouvez pas même fuir. Pourquoi donc? Parce qu'il y a en bas un officier des Suisses qui vous attend. Eh bien, il vous arrêtera. D'Artagnan partit d'un éclat de rire homérique. Oh, je sais bien que vous lui résisterez, que vous le combattrez même. Je sais bien que vous serez vainqueur, mais c'est de la rébellion, cela, et vous êtes officier vous-même, sachant ce que c'est que la discipline. Diable d'enfant, comme c'est élevé, comme c'est logique, grommela d'Artagnan. Vous m'approuvez, n'est-ce pas? Oui. Au lieu de passer par la rue où ce bonnet m'attend, je vais m'esquiver simplement par les derrières. J'ai un cheval à l'écurie. Il est bon. Je le crèverai, mes moyens me le permettent. Et de cheval crevé en cheval crevé, j'arriverai à Boulogne en 11 heures. Je sais le chemin. Ne dis plus qu'une chose à ton père. Laquelle? C'est que ce qu'il sait bien est placé chez Planchet, sauf un 5e, et que... Mais, mon cher monsieur d'Artagnan, prenez bien garde. Si vous fuyez, on va dire 2 choses. Lesquelles, cher ami? D'abord, que vous avez eu peur. Oh, qui donc dira cela? Le roi, tout le premier. Eh bien, mais il dira la vérité. J'ai peur. La seconde, c'est que vous vous sentiez coupable. Coupable de quoi? Mais des crimes que l'on voudra bien vous imputer? C'est encore vrai. Et alors, tu me conseilles d'aller me faire embastiller? Monsieur le comte de la Fère vous le conseillerait comme moi. Je le sais, pardieu bien, dit d'Artagnan rêveur. Tu as raison. Je ne me sauverai pas. Mais si l'on me jette à la Bastille? Nous vous en tirerons, dit Raoul d'un air tranquille et calme. Mordiou! S'écria d'Artagnan en lui prenant la main. Tu as dit cela d'une brave façon, Raoul. C'est de l'Athos tout pur. Eh bien, je pars. N'oublie pas mon dernier mot. Sauf un 5e, dit Raoul. Oui, tu es un joli garçon, et je veux que tu ajoutes une chose à cette dernière. Parler? C'est que, si vous ne me tirez pas de la Bastille et que j'y meurs... Oh, cela s'est vu. Et je serai un détestable prisonnier, moi, qui fus un homme passable. En ce cas, je donne 3/5 à toi et le 4e à ton père.
Chevalier. Mordiou, si vous voulez m'en faire dire des messes, vous êtes libre. Cela dit, D'Artagnan décrocha son baudrier, ceignit son épée, prit un chapeau dont la plume était fraîche, et tendit la main à Raoul, qui se jeta dans ses bras. Une fois dans la boutique, il lança un coup d'œil sur les garçons, qui considéraient la scène avec un orgueil mêlé de quelque inquiétude. Puis, plongeant la main dans une caisse de petits raisins secs de Corinthe, il poussa vers l'officier, qui attendait philosophiquement devant la porte de la boutique. « C'est vous, monsieur de Friedisch !» s'écria gaiement le mousquetaire. « Hé, nous arrêtons donc nos amis ?»« Arrêter ?» firent entre eux les garçons. « C'est moi, » dit le Suisse. « Bonjour, monsire D'Artagnan. »« Faut-il vous donner mon épée ? Je vous préviens qu'elle est longue et lourde. Laissez-la moi jusqu'au Louvre. Je suis tout bête quand je n'ai pas d'épée par les rues, et vous seriez encore plus bête que moi d'en avoir deux. »« Le roi n'affre pas dit, » répliqua le Suisse. « Cartez donc votre épée. »« Eh bien, c'est fort gentil de la part du roi. Partons vite. » Monsieur de Friedisch n'était pas causeur, et D'Artagnan avait beaucoup trop à penser pour l'être. De la boutique de Planchet au Louvre, il n'y avait pas loin. On arriva en 10 minutes. Il faisait nuit alors. Monsieur de Friedisch voulut entrer par le guichet. « Non, dit D'Artagnan, vous perdrez du temps par là. Prenez le petit escalier. » Le Suisse fit ce que lui recommandait D'Artagnan et le conduisit au vestibule du cabinet de Louis XIV. Arrivé là, il salua son prisonnier et, sans rien dire, retourna à son poste. D'Artagnan n'avait pas eu le temps de se demander pourquoi on ne lui ôtait pas son épée, que la porte du cabinet s'ouvrit et qu'un valet de chambre appela. « Monsieur D'Artagnan !» Le mousquetaire prit sa tenue de parade et entra, l'œil grand ouvert, le front calme, la moustache roide. Le roi était assis devant sa table et écrivait. Il ne se dérangea point quand le pas du mousquetaire retentit sur le parquet. Il ne tourna même pas la tête. D'Artagnan s'avança jusqu'au milieu de la salle, et voyant que le roi ne faisait pas attention à lui, comprenant d'ailleurs fort bien que c'était de l'affectation, sorte de préambule fâcheux pour l'explication qui se préparait, il tourna le dos au prince et se mit à regarder de tous ses yeux les fresques de la corniche et les lézardes du plafond. Cette manœuvre fut accompagnée de ce petit monologue tacite. « Ah, tu veux m'humilier, toi que j'ai vu tout petit, toi que j'ai sauvé comme mon enfant, toi que j'ai servi comme mon Dieu, c'est-à-dire pour rien. Attends, tu vas voir ce que peut faire un homme qui a siffloté l'air du branle des Huguenots à la barbe de monsieur le cardinal, le vrai cardinal. » Louis XIV se retourna en ce moment. « Vous êtes là, monsieur d'Artagnan ?» dit-il. D'Artagnan vit le mouvement et l'imita. « Oui, sire, dit-il. »« Bien, veuillez attendre que j'aie additionné. » D'Artagnan ne répondit rien, seulement il s'inclina. « C'est assez poli, pensa-t-il, et je n'ai rien à dire. » Louis fit un trait de plume violent et jeta sa plume avec colère. « Va, fâche-toi pour te mettre en train, pensa le mousquetaire. Tu me mettras à mon aise. Aussi bien, je n'ai pas l'autre jour à Blois vidé le fond du sac. » Louis se leva, passa une main sur son front, puis, s'arrêtant vis-à-vis de D'Artagnan, il le regarda d'un air impérieux et bienveillant tout à la fois. « Que me veut-il ? Voyons qu'il finisse, pensa le mousquetaire. « Monsieur, dit le roi, vous savez sans doute que monsieur le cardinal est mort. »« Je m'en doute, sire. »« Vous savez par conséquent que je suis maître chez moi. »« Ce n'est pas une chose qui date de la mort du cardinal, sire. On est toujours maître chez soi quand on veut. »« Oui, mais vous vous rappelez tout ce que vous m'avez dit à Blois ? » ?»« Nous y voici, pensa D'Artagnan. Je ne m'étais pas trompé. Allons, tant mieux, c'est signe que j'ai le flair assez fin encore. »« Vous ne me répondez pas, dit Louis. »« Sire, je crois me souvenir. »« Vous croyez seulement ? » ?»« Il y a longtemps. »« Si vous ne vous rappelez pas, je me souviens, moi. Voici ce que vous m'avez dit. Écoutez avec attention. »« Oh, j'écoute de toutes mes oreilles, sire, car vraisemblablement la conversation tournera d'une façon intéressante pour moi. » Louis regarda encore une fois le mousquetaire. Celui-ci caressa la plume de son chapeau,
puis sa moustache, et attendit intrépidement. Louis XIV continua. « Vous avez quitté mon service, monsieur. Après m'avoir dit toute la vérité ? » ?»« Oui, sire. »« C'est-à-dire après m'avoir déclaré tout ce que vous croyez être vrai sur ma façon de penser et d'agir. C'est toujours un mérite. Vous commençâtes par me dire que vous serviez ma famille depuis 34 ans et que vous étiez fatigué. Je l'ai dit, oui, sire. Et vous avez avoué ensuite que cette fatigue était un prétexte, que le mécontentement était la cause réelle. J'étais mécontent, en effet, mais ce mécontentement ne s'est trahi nulle part, que je sache, et si, comme un homme de cœur, j'ai parlé haut devant votre majesté, je n'ai pas même pensé en face de quelqu'un d'autre. Ne vous excusez pas, d'Artagnan, et continuez de m'écouter. En me faisant le reproche que vous étiez mécontent, vous reçûtes pour réponse une promesse. Je vous dis, attendez, est-ce vrai ? Oui, sire, vrai, comme ce que je vous disais. Vous me répondîtes, plus tard ? Non pas, tout de suite, à la bonne heure. Ne vous excusez pas, vous dis-je, c'était naturel. Mais vous n'aviez pas de charité pour votre prince, monsieur d'Artagnan. Sire, de la charité ? Pour un roi, de la part d'un pauvre soldat. Vous me comprenez bien. Vous savez bien que j'en avais besoin. Vous savez bien que je n'étais pas le maître. Vous savez bien que j'avais l'avenir en espérance. Or, vous me répondîtes, quand je parlais de cet avenir, « Mon congé, tout de suite !» D'Artagnan mordit sa moustache. « C'est vrai, murmura-t-il. »« Vous ne m'avez pas flatté quand j'étais dans la détresse, » ajouta Louis XIV. « Mais, dit d'Artagnan, relevant la tête avec noblesse, je n'ai pas flatté votre majesté pauvre, je ne l'ai point trahi non plus. J'ai versé mon sang pour rien, j'ai veillé comme un chien à la porte, sachant bien qu'on ne me jetterait ni pain ni os. Pauvre aussi, moi, je n'ai rien demandé que le congé dont votre majesté parle. Je sais que vous êtes un brave homme, mais j'étais un jeune homme. Vous deviez me ménager. Qu'aviez-vous à reprocher au roi ? Qu'il laissait Charles II sans secours ? Disons plus, qu'il n'épousait point mademoiselle de Mancini ? En disant ce mot, le roi fixa sur le mousquetaire un regard profond. « Ah ah !» pensa ce dernier, « il fait plus que se souvenir. Il devine. Diable !»« Votre jugement, continua Louis XIV, tombait sur le roi et tombait sur l'homme. Mais, monsieur d'Artagnan, cette faiblesse, car vous regardiez cela comme une faiblesse. » D'Artagnan ne répondit pas. « Vous me la reprochiez aussi à l'égard de monsieur le cardinal défunt, car monsieur le cardinal ne m'a-t-il pas élevé, soutenu ? En s'élevant, en se soutenant lui-même, je le sais bien. Mais enfin, le bienfait demeure acquis. Ingrat, égoïste, vous m'eussiez donc plus aimé, mieux servi ? Sire, ne parlons plus de cela, monsieur. Ce serait causer à vous trop de regrets, à moi trop de peine. » D'Artagnan n'était pas convaincu. Le jeune roi, en reprenant avec lui un ton de hauteur, n'avançait pas dans les affaires. « Vous avez réfléchi depuis ?» reprit Louis XIV. « À quoi, sire ?» demanda poliment d'Artagnan. « Mais à tout ce que je vous dis, monsieur. »« Oui, sire, sans doute. »« Et vous n'avez attendu qu'une occasion de revenir sur vos paroles ?»« Sire, vous hésitez, ce me semble. » « Je ne comprends pas bien ce que votre majesté me fait l'honneur de me dire. » Louis fronça le sourcil. « Veuillez m'excuser, sire, j'ai l'esprit particulièrement épais. Les choses n'y pénètrent qu'avec difficulté. Il est vrai qu'une fois entrées, elles y restent. »« Oui, vous me semblez avoir de la mémoire. »« Presque autant que votre majesté. »« Alors, donnez-moi vite une solution. Mon temps est cher. » « Que faites-vous depuis votre congé ? » ?»« Ma fortune, sire. »« Le mot est dur, monsieur d'Artagnan. »« Votre majesté le prend en mauvaise part, certainement. Je n'ai pour le roi qu'un profond respect, et, fussé-je impoli, ce qui peut s'excuser par ma longue habitude des camps et des casernes, sa majesté est trop au-dessus de moi pour s'offenser d'un mot échappé innocemment à un soldat. En effet, je sais que vous avez fait une action d'éclat en Angleterre, monsieur. Je regrette seulement que vous ayez manqué à votre promesse. »« Moi ? s'écria d'Artagnan. « Sans doute.
Vous m'aviez engagé votre foi de ne servir aucun prince en quittant mon service. Or, c'est pour le roi Charles II que vous avez travaillé à l'enlèvement merveilleux de M. Monk. Pardonnez-moi, sire. C'est pour moi. Cela vous a réussi ? Comme aux capitaines du XVe siècle, les coups de main et les aventures. Qu'appelez-vous réussite ? Une fortune ? 100 000 écus, sire, que je possède. C'est, en une semaine, le triple de tout ce que j'avais eu d'argent en 50 années. La somme est belle, mais vous êtes ambitieux, je crois. Moi, sire ? Le quart me semblait un trésor, et je vous jure que je ne pense pas à l'augmenter. Ah ? Vous comptez demeurer oisif ? Oui, sire. Quitter l'épée ? C'est fait, déjà. Impossible, monsieur d'Artagnan, dit Louis avec résolution. Mais, sire... Eh bien ? Pourquoi ? Parce que je ne le veux pas, dit le jeune prince d'une voix tellement grave et impérieuse que d'Artagnan fit un mouvement de surprise, d'inquiétude même. « Votre Majesté me permettra-t-elle un mot de réponse ?» demanda-t-il. « Dites, cette résolution, je l'avais prise étant pauvre et dénué. Soit, après. Or, aujourd'hui que, par mon industrie, j'ai acquis un bien-être assuré, votre Majesté me dépouillerait de ma liberté, votre Majesté me condamnerait au moins lorsque j'ai bien gagné le plus. Qui vous a permis, monsieur, de sonder mes desseins et de compter avec moi ? Reprit Louis d'une voix presque courroucée. Qui vous a dit ce que je ferais ? Ce que vous ferez vous-même ? Sire, dit tranquillement le mousquetaire, la franchise, à ce que je vois, n'est plus à l'ordre de la conversation, comme le jour où nous nous expliquâmes à Blois. Non, monsieur, tout est changé. J'en fais à votre Majesté mes sincères compliments, mais vous n'y croyez pas ? Je ne suis pas un grand homme d'État. Cependant, j'ai mon coup d'œil pour les affaires. Il ne manque pas de sûreté. Or, je ne vois pas tout à fait comme votre Majesté, sire. Le règne de Mazarin est fini, mais celui des financiers commence. Ils ont l'argent. Votre Majesté ne doit pas en voir souvent. Vivre sous la patte de ces loups affamés, c'est dur pour un homme qui comptait sur l'indépendance. À ce moment, quelqu'un gratta à la porte du cabinet. Le roi leva la tête orgueilleusement. « Pardon, monsieur d'Artagnan, dit-il. C'est monsieur Colbert qui vient me faire un rapport. Entrez, monsieur Colbert. » D'Artagnan s'effaça. Colbert entra, des papiers à la main, et vint au-devant du roi. Il va sans dire que le Gascon ne perdit pas l'occasion d'appliquer son coup d'œil si fin et si vif sur la nouvelle figure qui se présentait. « L'instruction est donc faite ?» demanda le roi à Colbert. « Oui, sire. Et l'avis des instructeurs ? » Est que les accusés ont mérité la confiscation et la mort. « Ah ah !» fit le roi sans sourciller, en jetant un regard oblique à d'Artagnan. « Et votre avis à vous, monsieur Colbert ?» dit le roi. Colbert regarda d'Artagnan à son tour. Cette figure gênante arrêtait la parole sur ses lèvres. Louis XIV comprit. « Ne vous inquiétez pas, dit-il, c'est monsieur d'Artagnan. Ne reconnaissez-vous pas monsieur d'Artagnan ?» Ces deux hommes se regardèrent alors. D'Artagnan, l'œil ouvert et flamboyant, Colbert, l'œil à demi couvert et nuageux. La franche intrépidité de l'un déplut à l'autre. La cauteleuse circonspection du financier déplut au soldat. « Ah, c'est monsieur qui a fait ce beau coup en Angleterre, dit Colbert, et il salua légèrement d'Artagnan. « Ah ah, dit le Gascon, c'est monsieur qui a rogné l'argent des galons des Suisses. Louable économie !» Et il salua profondément. Le financier avait cru embarrasser le mousquetaire, mais le mousquetaire perçait à jour le financier. « Monsieur d'Artagnan, reprit le roi, qui n'avait pas remarqué toutes les nuances dont Mazarin n'eût pas laissé échapper une seule. Il s'agit de traitants qui m'ont volé, que je fais prendre, et dont je vais signer l'arrêt de mort. » D'Artagnan tressaillit. « Oh oh, fit-il. Vous dites ? » Rien, sire. Ce ne sont pas mes affaires. Le roi tenait déjà la plume et l'approchait du papier. « Sire, dit à demi-voix Colbert, je préviens votre Majesté que si un exemple est nécessaire, cet exemple peut soulever quelques difficultés dans l'exécution. »« Plaît-il ? » dit Louis XIV. « Ne vous dissimulez pas, continua tranquillement Colbert, que toucher au traitant, c'est toucher à la surintendance. Les deux malheureux
Les deux coupables dont il s'agit sont des amis particuliers d'un puissant personnage, et le jour du supplice, que d'ailleurs on peut étouffer dans le Châtelet, des troubles s'élèveront, à n'en pas douter. » Louis rougit et se retourna vers d'Artagnan, qui rongeait doucement sa moustache, non sans un sourire de pitié pour le financier, comme aussi pour le roi qui l'écoutait si longtemps. Alors Louis XIV saisit la plume et, d'un mouvement si rapide que la main lui trembla, apposa ses deux signatures au bas des pièces présentées par Colbert. Puis, regardant ce dernier en face, « Monsieur Colbert, dit-il, quand vous me parlerez affaires, effacez souvent le mot difficulté de vos raisonnements et de vos avis. Quant au mot impossibilité, ne le prononcez jamais. » Colbert s'inclina, très humilié d'avoir subi cette leçon devant le mousquetaire. Puis il allait sortir, mais, jaloux de réparer son échec, « J'oubliais d'annoncer à votre majesté, dit-il, que les confiscations s'élèvent à la somme de 5 millions de livres. » « C'est gentil, pensa d'Artagnan. « Ce qui fait en mes coffres, dit le roi, 18 millions de livres, sire, répliqua Colbert en s'inclinant. Mordiou, grommela d'Artagnan, c'est beau. Monsieur Colbert, ajouta le roi, vous traverserez, je vous prie, la galerie où monsieur de Lyonne attend, et vous lui direz d'apporter ce qu'il a rédigé, par mon ordre. À l'instant même, sire. Votre majesté n'a plus besoin de moi ce soir? Non, monsieur. Adieu. Revenons à notre affaire, monsieur d'Artagnan, reprit Louis XIV, comme si rien ne s'était passé. Vous voyez que, quant à l'argent, il y a déjà un changement notable. Comme de 0 à 18, répliqua gaiement le mousquetaire. Ah, voilà ce qu'il eût fallu à votre majesté le jour où sa majesté Charles II vint à Blois. Les deux États ne seraient point en brouille aujourd'hui, car, il faut bien que je le dise, là aussi, je vois une pierre d'achoppement. Et d'abord, riposta Louis, vous êtes injuste, monsieur, car si la Providence m'eût permis de donner ce jour-là le million à mon frère, vous n'eussiez pas quitté mon service et, par conséquent, vous n'eussiez pas fait votre fortune, comme vous disiez tout à l'heure. Mais, outre ce bonheur, j'en ai un autre, et ma brouille avec la Grande-Bretagne ne doit pas vous étonner. Un valet de chambre interrompit le roi et annonça monsieur de Lyonne. « Entrez, monsieur, dit le roi. Vous êtes exact, c'est d'un bon serviteur. Voyons, votre lettre à mon frère Charles II. » D'Artagnan dressa l'oreille. « Un moment, monsieur, dit négligemment Louis au Gascon. Il faut que j'expédie à Londres le consentement au mariage de mon frère, monsieur le duc d'Orléans, avec Lady Henriette Stuart. » « Il me bat, ce me semble, » murmura d'Artagnan, tandis que le roi signait cette lettre et congédiait monsieur de Lyonne. « Mais, ma foi, je l'avoue, plus je serai battu, plus je serai content. » Le roi suivit des yeux monsieur de Lyonne jusqu'à ce que la porte fût bien refermée derrière lui. Il fit même 3 pas, comme s'il eût voulu suivre son ministre. Mais après ces 3 pas, s'arrêtant, faisant une pause et revenant sur le mousquetaire, « Maintenant, monsieur, dit-il, hâtons-nous de terminer. Vous me disiez l'autre jour à Blois que vous n'étiez pas riche. Je le suis à présent, sire. Oui, mais cela ne me regarde pas. Vous avez votre argent, non le mien. Ce n'est pas mon compte. Je n'entends pas très bien ce que dit votre majesté. Alors, au lieu de vous laisser tirer les paroles, parlez spontanément. Aurez-vous assez de 20 000 livres par an, argent fixe? Mais, sire, dit d'Artagnan, ouvrant de grands yeux, aurez-vous assez de 4 chevaux entretenus et fournis, et d'un supplément de fonds tel que vous le demanderez, selon les occasions et les nécessités? Ou bien préférez-vous un fixe qui serait, par exemple, de 40 000 livres? Répondez. Sire, votre majesté. Oui, vous êtes surpris, c'est tout naturel, et je m'y attendais. Répondez, voyons, ou je croirais que vous n'avez plus cette rapidité de jugement que j'ai toujours appréciée en vous. Il est certain, sire, que 20 000 livres par an sont une belle somme, mais pas de mais. Oui ou non? Est-ce une indemnité honorable? Oh, certes. Vous vous en contenterez alors. C'est très bien. Il vaut mieux, d'ailleurs. Vous comptez à part les faux frais. Vous vous arrangerez de cela avec Colbert. Maintenant, passons à quelque chose de plus important.
Mais, sire, j'avais dit à votre majesté que vous vouliez vous reposer, je le sais bien. Seulement, je vous ai répondu que je ne le voulais pas. Je suis le maître, je pense. Oui, sire. À la bonne heure. Vous étiez en veine de devenir autrefois capitaine de mousquetaires. Oui, sire. Eh bien, voici votre brevet signé. Je le mets dans le tiroir. Le jour où vous reviendrez de certaines expéditions que j'ai à vous confier, ce jour-là vous prendrez vous-même ce brevet dans le tiroir. D'Artagnan hésitait encore et tenait la tête baissée. « Allons, monsieur, dit le roi, on croirait à vous voir que vous ne savez pas qu'à la cour du roi très chrétien, le capitaine général des mousquetaires a le pas sur les maréchaux de France. »« Sire, je le sais. »« Alors, on dirait que vous ne vous fiez pas à ma parole ?»« Oh, sire, jamais, ne croyez pas de telles choses. J'ai voulu vous prouver que vous, si bon serviteur, vous aviez perdu un bon maître. Suis-je un peu le maître qu'il vous faut ? » Je commence à penser que oui, sire. Alors, monsieur, vous allez entrer en fonction. Votre compagnie est toute désorganisée depuis votre départ, et les hommes s'en vont flânant et heurtant les cabarets où l'on se bat, malgré mes édits et ceux de mon père. Vous réorganiserez le service au plus vite. Oui, sire. Vous ne quitterez plus ma personne. Bien. Et vous marcherez avec moi à l'armée, où vous camperez autour de ma tente. Alors, sire, dit d'Artagnan, si c'est pour m'imposer un service comme celui-là, votre majesté n'a pas besoin de me donner 20 000 livres que je ne gagnerai pas. Je veux que vous ayez un état de maison, je veux que vous teniez table, je veux que mon capitaine de mousquetaires soit un personnage. Et moi, dit brusquement d'Artagnan, je n'aime pas l'argent trouvé. Je veux l'argent gagné. Votre majesté me donne un métier de paresseux, que le premier venu fera pour 4 000 livres. Vous êtes un fin Gascon, monsieur d'Artagnan. Vous me tirez mon secret du cœur. Bah, votre majesté a donc un secret ? Oui, monsieur. Eh bien, alors, j'accepte les 20 000 livres, car je garderai ce secret, et la discrétion, cela n'a pas de prix par le temps qui court. Votre majesté veut-elle parler, à présent ? Vous allez vous botter, monsieur d'Artagnan, et monter à cheval. Tout de suite ? Sous 2 jours. À la bonne heure, sire, car j'ai mes affaires à régler avant le départ, surtout s'il y a des coups à recevoir. Cela peut se présenter. On le prendra. Mais, sire, vous avez parlé à l'avarice, à l'ambition. Vous avez parlé au cœur de monsieur d'Artagnan. Vous avez oublié une chose. Laquelle ? Vous n'avez pas parlé à la vanité. Quand serai-je chevalier des ordres du roi ? Cela vous occupe ? Mais oui, j'ai mon ami Athos qui est tout chamarré, cela m'offusque. Vous serez chevalier de mes ordres 1 mois après avoir pris le brevet de capitaine. Ah ah, dit l'officier rêveur, après l'expédition ? Précisément. Où m'envoie votre majesté, alors ? Connaissez-vous la Bretagne ? Non, sire. Y avez-vous des amis ? En Bretagne ? Non, ma foi. Tant mieux. Vous connaissez-vous en fortification ? D'Artagnan sourit. Je crois que oui, sire. C'est-à-dire que vous pouvez bien distinguer une forteresse d'avec une simple fortification comme on en permet aux châtelains, nos vassaux. Je distingue un fort d'avec un rempart, comme on distingue une cuirasse d'avec une croûte de pâté, sire. Est-ce suffisant ? Oui, monsieur. Vous allez donc partir. Pour la Bretagne ? Oui. Seul ? Absolument seul. C'est-à-dire que vous ne pourrez même emmener un laquais. Puis-je demander à votre majesté pour quelle raison ? Parce que, monsieur, vous ferez bien de vous travestir vous-même quelquefois en valet de bonne maison. Votre visage est fort connu en France, monsieur d'Artagnan. Et puis, sire ? Et puis, vous vous promènerez par la Bretagne et vous examinerez soigneusement les fortifications de ce pays. Les côtes, aussi les îles. Ah ? Vous commencerez par Belle-Île-en-Mer. Qui est à monsieur Fouquet ? Dit d'Artagnan d'un ton sérieux, en levant sur Louis XIV son œil intelligent. Je crois que vous avez raison, monsieur, et que Belle-Île est, en effet, à monsieur Fouquet. Alors votre majesté veut que je sache si Belle-Île est une bonne place ? Oui. Si les fortifications en sont neuves ou vieilles ? Précisément.
si par hasard les vassaux de monsieur le surintendant sont assez nombreux pour former garnison. Voilà ce que je vous demande, monsieur. Vous avez mis le doigt sur la question. Et si l'on ne fortifie pas, sire, vous vous promènerez dans la Bretagne, écoutant et jugeant. D'Artagnan se chatouilla la moustache. Je suis espion du roi, dit-il tout net. Non, monsieur. Pardon, sire, puisque j'épie pour le compte de votre majesté. Vous allez à la découverte, monsieur. Est-ce que si vous marchiez à la tête de mes mousquetaires, l'épée au poing, pour éclairer un lieu quelconque ou une position de l'ennemi? À ce mot, D'Artagnan tressaillit invisiblement. Est-ce que, continua le roi, vous vous croiriez un espion? Non, non, dit D'Artagnan pensif. La chose change de face quand on éclaire l'ennemi. On n'est qu'un soldat. Et si l'on fortifie Belle-Île, ajouta-t-il aussitôt, vous prendrez un plan exact de la fortification. On me laissera entrer? Cela ne me regarde pas, ce sont vos affaires. Vous n'avez donc pas entendu que je vous réservais un supplément de 20 000 livres par an, si vous vouliez? Si fait, sire. Mais si l'on ne fortifie pas, vous reviendrez tranquillement, sans fatiguer votre cheval. Sire, je suis prêt. Vous débuterez demain pour aller chez monsieur le surintendant toucher le premier quartier de la pension que je vous fais. Connaissez-vous monsieur Fouquet? Fort peu, sire, mais je ferai observer à votre majesté qu'il n'est pas très urgent que je le connaisse. Je vous demande pardon, monsieur, car il vous refusera l'argent que je veux vous faire toucher, et c'est ce refus que j'attends. Ah, fit D'Artagnan. Après, sire, l'argent refusé, vous irez le chercher près de monsieur Colbert. À propos, avez-vous un bon cheval? Un excellent, sire. Combien le payâtes-vous? 150 pistoles. Je vous l'achète. Voici un bon de 200 pistoles. Mais il me faut un cheval pour voyager, sire. Eh bien, vous me prenez le mien. Pas du tout. Je vous le donne, au contraire. Seulement, comme il est à moi et non plus à vous, je suis sûr que vous ne le ménagerez pas. Votre majesté est donc pressée? Beaucoup. Alors qui me force d'attendre 2 jours? 2 raisons à moi connues. C'est différent. Le cheval peut rattraper ces 2 jours sur les 8 qu'il a à faire. Et puis, il y a la poste. Non, non, la poste compromet assez, monsieur d'Artagnan. Allez, et n'oubliez pas que vous êtes à moi. Sire, ce n'est pas moi qui l'ai jamais oublié. À quelle heure prendrai-je congé de votre majesté après-demain? Où logez-vous? Je dois loger désormais au Louvre. Je ne le veux pas. Vous garderez votre logement en ville. Je le payerai. Pour le départ, je le fixe à la nuit, attendu que vous devez partir sans être vu de personne, ou si vous êtes vu, sans qu'on sache que vous êtes à moi. Bouche close, monsieur. Votre majesté gâte tout ce qu'elle dit par ce seul mot. Je vous demandais où vous logez, car je ne puis vous envoyer chercher toujours chez monsieur le comte de la Fère. Je loge chez monsieur Planchet, épicier, rue des Lombards, à l'enseigne du Pilon d'Or. Sortez peu, montrez-vous moins encore, et attendez mes ordres. Il faut que j'aille toucher, cependant, sire. C'est vrai, mais pour aller à la surintendance, où vont tant de gens, vous vous mêlerez à la foule. Il me manque les bons pour toucher, sire. Les voici. Le roi signa. D'Artagnan regarda pour s'assurer de la régularité. C'est de l'argent, dit-il, et l'argent se lit ou se compte. Adieu, monsieur d'Artagnan, ajouta le roi. Je pense que vous m'avez bien compris. Moi, j'ai compris que votre majesté m'envoie à Belle-Île-en-Mer. Voilà tout. Pour savoir comment vont les travaux de monsieur Fouquet. Voilà tout. Bien, j'admets que vous soyez pris. Moi, je ne l'admets pas, répliqua hardiment le Gascon. J'admets que vous soyez tué, poursuivit le roi. Ce n'est pas probable, sire. Dans le premier cas, vous ne parlez pas. Dans le second, aucun papier ne parle sur vous. D'Artagnan haussa les épaules sans cérémonie et prit congé du roi en se disant « La pluie d'Angleterre continue. Restons sous la gouttière. » Chapitre 54. Les maisons de monsieur Fouquet. Tandis que D'Artagnan revenait chez Planchet, la tête bourrelée et alourdie par tout ce qui venait de lui arriver,
Il se passait une scène d'un tout autre genre, et qui cependant n'est pas étrangère à la conversation que notre mousquetaire venait d'avoir avec le roi. Seulement, cette scène avait lieu hors Paris, dans une maison que possédait le surintendant Fouquet, dans le village de Saint-Mandé. Le ministre venait d'arriver à cette maison de campagne, suivi de son premier commis, lequel portait un énorme portefeuille plein de papiers à examiner et d'autres attendant la signature. Comme il pouvait être 5 heures du soir, les maîtres avaient dîné, le souper se préparait pour 20 convives subalternes. Le surintendant ne s'arrêta point en descendant de voiture. Il franchit du même bond le seuil de la porte, traversa les appartements et gagna son cabinet, où il déclara qu'il s'enfermait pour travailler, défendant qu'on le dérangeât pour quelque chose que ce fût, excepté pour ordre du roi. En effet, aussitôt cet ordre donné, Fouquet s'enferma et 2 valets de pied furent placés en sentinelle à sa porte. Alors Fouquet poussa un verrou, lequel déplaçait un panneau qui murait l'entrée et qui empêchait que rien de ce qui se passait dans ce cabinet fût vu ou entendu. Mais contre toute probabilité, c'était bien pour s'enfermer que Fouquet s'enfermait ainsi, car il alla droit à son bureau, s'y assit, ouvrit le portefeuille et se mit à faire un choix dans la masse énorme de papier qu'il renfermait. Il n'y avait pas 10 minutes qu'il était entré, et que toutes les précautions que nous avons dites avaient été prises, quand le bruit répété de plusieurs petits coups égaux frappa son oreille, et parut appeler toute son attention. Fouquet redressa la tête, tendit l'oreille et écouta. Les petits coups continuèrent. Alors le travailleur se leva avec un léger mouvement d'impatience et marcha droit à une glace derrière laquelle les coups étaient frappés par une main ou par un mécanisme invisible. C'était une grande glace prise dans un panneau. 3 autres glaces absolument pareilles complétaient la symétrie de l'appartement. Rien ne distinguait celle-là des autres. À n'en pas douter, ces petits coups réitérés étaient un signal. Car au moment où Fouquet approchait de la glace en écoutant, le même bruit se renouvela et dans la même mesure. « Oh oh !» murmura le surintendant avec surprise. « Qui donc est là-bas ? Je n'attendais personne aujourd'hui. » Et, sans doute pour répondre au signal qui avait été fait, le surintendant tira un clou doré dans cette même glace et l'agita 3 fois. Puis, revenant à sa place et se rasseyant, « Ma foi, qu'on attende, dit-il. » Et se replongeant dans l'océan de papier déroulé devant lui, il ne parut songer qu'au travail. En effet, avec une rapidité incroyable, une lucidité merveilleuse, Fouquet déchiffrait les papiers les plus longs, les écritures les plus compliquées, les corrigeant, les annotant d'une plume emportée comme par la fièvre, et l'ouvrage fondant entre ses doigts, les signatures, les chiffres, les renvois se multipliaient, comme si 10 commis, c'est-à-dire 100 doigts et 10 cerveaux, eussent fonctionné, au lieu de 5 doigts et du seul esprit de cet homme. De temps en temps seulement, Fouquet, abîmé dans ce travail, levait la tête pour jeter un coup d'œil furtif sur une horloge placée en face de lui. C'est que Fouquet se donnait à sa tâche. C'est que cette tâche, une fois donnée, en 1 heure de travail, il faisait, lui, ce qu'un autre n'eût point accompli dans sa journée. Toujours certain, par conséquent, pourvu qu'il ne fût point dérangé, d'arriver au but dans le délai que son activité dévorante avait fixé. Mais au milieu de ce travail ardent, les coups secs du petit timbre placé derrière la glace retentirent encore une fois, plus pressés et par conséquent plus instants. « Allons, il paraît que la dame s'impatiente, » dit Fouquet. « Voyons, voyons, du calme, ce doit être la comtesse. » Mais non, la comtesse est à Rambouillet pour 3 jours. « La présidente, alors ?» Oh, la présidente ne prendrait point de ces grands airs. Elle sonnerait bien humblement, puis elle attendrait mon bon plaisir. Le plus clair de tout cela, c'est que je ne puis savoir qui cela peut être, mais que je sais bien qui cela n'est pas. Et puisque ce n'est pas vous, marquise, puisque ce ne peut être vous, foin de tout autre. Et il poursuivit sa besogne, malgré les appels réitérés du timbre. Cependant, au bout d'1 quart d'heure, l'impatience gagna Fouquet à son tour. Il brûla plutôt qu'il n'acheva le reste de son ouvrage, repoussa ses papiers dans le portefeuille, et donnant un coup d'œil à son miroir, tandis que les petits coups continuaient plus pressés que jamais. « Oh oh !» dit-il, « d'où vient cette fougue ? Qu'est-il arrivé ?
et quelle est l'Ariane qui m'attend avec une pareille impatience ? Voyons. Alors il appuya le bout de son doigt sur le clou parallèle à celui qu'il avait tiré. Aussitôt la glace joua comme le battant d'une porte et découvrit un placard assez profond dans lequel le surintendant disparut comme dans une vaste boîte. Là, il poussa un nouveau ressort qui ouvrit non pas une planche, mais un bloc de muraille, et sortit par cette tranchée, laissant la porte se refermer d'elle-même. Alors Fouquet descendit une vingtaine de marches qui s'enfonçaient en tournoyant sous la terre, et trouva un long souterrain dallé et éclairé par des meurtrières imperceptibles. Les parois de ce souterrain étaient couvertes de dalles, et le sol de tapis. Ce souterrain passait sous la rue même qui séparait la maison de Fouquet du parc de Vincennes. Au bout du souterrain tournoyait un escalier parallèle à celui par lequel Fouquet était descendu. Il monta cet autre escalier, entra par le moyen d'un ressort posé dans un placard semblable à celui de son cabinet, et, de ce placard, il passa dans une chambre absolument vide, quoique meublée avec une suprême élégance. Une fois entré, il examina soigneusement si la glace fermait sans laisser de traces, et, content sans doute de son observation, il alla ouvrir, à l'aide d'une petite clé de vermeil, les triples tours d'une porte située en face de lui. Cette fois, la porte ouvrait sur un beau cabinet meublé somptueusement et dans lequel se tenait assise, sur des coussins, une femme d'une beauté suprême, qui, au bruit des verrous, se précipita vers Fouquet. « Oh, mon Dieu !» s'écria celui-ci, reculant d'étonnement. « Madame la marquise de Bellière, vous ici ?» « Oui, » murmura la marquise. « Oui, moi, monsieur. »« Marquise, chère marquise, » ajouta Fouquet, prêt à se prosterner. « Ah, mon Dieu, mais comment donc êtes-vous venue ? Et moi qui vous ai fait attendre ?»« Bien longtemps, monsieur. Oh oui, bien longtemps. »« Je suis assez heureux pour que cette attente vous ait duré, marquise. »« Une éternité, monsieur. Oh, j'ai sonné plus de 20 fois. N'entendiez-vous pas ? » ?»« Marquise, vous êtes pâle, vous êtes tremblante. N'entendiez-vous donc pas qu'on vous appelait ? » « Oh, si fait, j'entendais bien, madame, mais je ne pouvais venir. » « Comment supposer que ce fût vous, après vos rigueurs, après vos refus ? Si j'avais pu soupçonner le bonheur qui m'attendait, croyez-le bien, marquise, j'eusse tout quitté pour venir tomber à vos genoux, comme je le fais en ce moment. » La marquise regarda autour d'elle. « Sommes-nous bien seuls, monsieur ? » demanda-t-elle. « Oh oui, madame, je vous en réponds. »« En effet, » dit la marquise tristement. Vous soupirez. « Que de mystère, que de précaution, » dit la marquise avec une légère amertume. « Et comme on voit que vous craignez de laisser soupçonner vos amours. »« Aimeriez-vous mieux que je les affichasse ? » ?»« Oh non, et c'est d'un homme délicat, » dit la marquise en souriant. « Voyons, marquise, pas de reproches, je vous en supplie. »« Des reproches ? Ai-je le droit de vous en faire ? » ?»« Non, malheureusement non. Mais, dites-moi, vous que depuis 1 an j'aime sans retour et sans espoir. » »« Vous vous trompez. Sans espoir, c'est vrai. Mais sans retour, non. »« Oh, pour moi, à l'amour, il n'y a qu'une preuve, et cette preuve, je l'attends encore. »« Je viens vous l'apporter, monsieur. » Fouquet voulut entourer la marquise de ses bras, mais elle se dégagea d'un geste. « Vous tromperez-vous donc toujours, monsieur ? Et n'accepterez-vous pas de moi la seule chose que je veuille vous donner, le dévouement ? » ?»« Ah, vous ne m'aimez pas, alors ? Le dévouement n'est qu'une vertu, l'amour est une passion. » »« Écoutez-moi, monsieur, je vous en supplie. Je ne serais pas venue ici sans un motif grave, vous le comprenez bien. »« Peu m'importe le motif, puisque vous voilà, puisque je vous parle, puisque je vous vois. »« Oui, vous avez raison. Le principal est que j'y sois, sans que personne m'ait vu, et que je puisse vous parler. » Fouquet se laissa tomber à 2 genoux. « Parlez, madame, dit-il. Je vous écoute. » La marquise regardait Fouquet à ses genoux, et il y avait dans les regards de cette femme une étrange expression d'amour et de mélancolie. « Oh, murmura-t-elle enfin, que je voudrais être celle qui a le droit de vous voir à chaque minute, de vous parler à chaque instant, que je voudrais être celle qui veille sur vous, celle qui n'a pas besoin de mystérieux ressorts pour appeler, pour faire apparaître comme un sylphe l'homme qu'elle aime,
pour le regarder 1 heure, et puis le voir disparaître dans les ténèbres, d'un mystère encore plus étrange à sa sortie qu'il n'était à son arrivée. Oh, c'est une femme bien heureuse. Par hasard, marquise, dit Fouquet en souriant, parleriez-vous de ma femme ? Oui, certes, j'en parle. Eh bien, n'enviez pas son sort, marquise. De toutes les femmes avec lesquelles je suis en relation, Madame Fouquet est celle qui me voit le moins, qui me parle le moins et qui a le moins de confidence avec moi. Au moins, monsieur, n'en est-elle pas réduite à appuyer, comme je l'ai fait, la main sur un ornement de glace pour vous faire venir ? Au moins, ne lui répondez-vous pas par ce bruit mystérieux, effrayant, d'un timbre dont le ressort vient je ne sais d'où ? Au moins, ne lui avez-vous jamais défendu de chercher à percer le secret de ses communications, sous peine de voir se rompre à jamais votre liaison avec elle ? Comme vous le défendez à celles qui sont venues ici avant moi et qui viendront après moi. Ah, chère marquise, que vous êtes injuste et que vous savez peu ce que vous faites en récriminant contre le mystère. C'est avec le mystère seulement que l'on peut aimer sans trouble. C'est avec l'amour sans trouble qu'on peut être heureux. Mais revenons à vous, à ce dévouement dont vous me parliez, ou plutôt, trompez-moi, marquise, et me laissez croire que ce dévouement, c'est de l'amour. Tout à l'heure, reprit la marquise en passant sur ses yeux cette main modelée sur les plus suaves contours de l'antique. Tout à l'heure, j'étais prête à parler, mes idées étaient nettes, hardies. Maintenant, je suis toute interdite, toute troublée, toute tremblante. Je crains de venir vous apporter une mauvaise nouvelle. Si c'est à cette mauvaise nouvelle que je dois votre présence, marquise, que cette mauvaise nouvelle soit la bienvenue. Ou plutôt, marquise, puisque vous voilà, puisque vous m'avouez que je ne vous suis pas tout à fait indifférent, laissons de côté cette mauvaise nouvelle et ne parlons que de vous. Non, non, au contraire, demandez-la moi. Exigez que je vous la dise à l'instant, que je ne me laisse détourner par aucun sentiment. Fouquet, mon ami, il y va d'un intérêt immense. Vous m'étonnez, marquise. Je dirais même plus, vous me faites presque peur. Vous, si sérieuse, si réfléchie, vous qui connaissez si bien le monde où nous vivons. C'est donc grave ? Oh, très grave, écoutez. D'abord, comment êtes-vous venue ici ? Vous le saurez tout à l'heure, mais d'abord au plus pressé. Dites, marquise, dites. Je vous en supplie, prenez en pitié mon impatience. Vous savez que M. Colbert est nommé intendant des finances ? Bah, Colbert, le petit Colbert ? Oui, Colbert, le petit Colbert. Le factotum de M. de Mazarin ? Justement. Eh bien, que voyez-vous là d'effrayant, chère marquise ? Le petit Colbert intendant, c'est étonnant, j'en conviens, mais ce n'est pas terrible. Croyez-vous que le roi ait donné, sans motif pressant, une pareille place à celui que vous appelez un petit cuistre ? D'abord, est-ce bien vrai que le roi la lui ait donnée ? On le dit. Qui le dit ? Tout le monde. Tout le monde, ce n'est personne. Citez-moi quelqu'un qui puisse être bien informé et qui le dise. Madame Vanel. Ah, vous commencez à m'effrayer. En effet, dit Fouquet en riant, le fait est que si quelqu'un est bien renseigné, ou doit être bien renseigné, c'est la personne que vous nommez. Ne dites pas de mal de la pauvre Marguerite, monsieur Fouquet, car elle vous aime toujours. Ah, bah, vraiment, c'est à ne pas croire. Je pensais que ce petit Colbert, comme vous disiez tout à l'heure, avait passé par-dessus cet amour-là et l'avait empreint d'une tache d'encre ou d'une couche de crasse. Fouquet, Fouquet, voilà donc que vous êtes pour celle que vous abandonnez. Allons, n'allez-vous pas prendre la défense de madame Vanel, marquise ? Oui, je la prendrai, car je vous le répète, elle vous aime toujours, et la preuve, c'est qu'elle vous sauve. Par votre entremise, marquise, c'est à droit à elle. Nul ange ne pourrait m'être plus agréable et me mener plus sûrement au salut. Mais d'abord, comment connaissez-vous Marguerite ? C'est mon amie de couvent. Et vous dites donc qu'elle vous a annoncé que M. Colbert était nommé intendant ? Oui. Eh bien, éclairez-moi, marquise. Voilà M. Colbert intendant, soit. En quoi un intendant, c'est-à-dire mon subordonné, mon commis, peut-il me porter ombrage ou préjudice, fût-ce M. Colbert ? Vous ne réfléchissez pas, monsieur, à ce qu'il paraît, répondit la marquise. À quoi ?
À ceci, que M. Colbert vous hait. Moi? S'écria Fouquet. Eh, mon Dieu! Marquise, d'où sortez-vous donc? Mais tout le monde me hait, celui-là comme les autres. Celui-là plus que les autres. Plus que les autres, soit. Il est ambitieux. Qui ne l'est pas, marquise. Oui, mais à lui, son ambition n'a pas de borne. Je le vois bien, puisqu'il a tendu à me succéder près de madame Vanel. Et qu'il a réussi. Prenez-y garde. Voudriez-vous dire qu'il a la prétention de passer d'intendant sur intendant? N'en avez-vous pas eu déjà la crainte? Oh, oh, fit Fouquet, me succéder près de madame Vanel, soit. Mais près du roi, c'est autre chose. La France ne s'achète pas si facilement que la femme d'un maître des comptes. Et, monsieur, tout s'achète. Quand ce n'est point par l'or, c'est par l'intrigue. Vous savez bien le contraire, vous, madame, vous à qui j'ai offert des millions. Il fallait, au lieu de ces millions, Fouquet, m'offrir un amour vrai, unique, absolu, juste accepté. Vous voyez bien que tout s'achète, si ce n'est pas d'une façon, c'est de l'autre. Ainsi, M. Colbert, à votre avis, est en train de marchander ma place de surintendant? Allons, allons, marquise, tranquillisez-vous, il n'est pas encore assez riche pour l'acheter. Mais s'il vous la vole? Ah, ceci est autre chose. Malheureusement, avant que d'arriver à moi, c'est-à-dire au corps de la place, il faut détruire, il faut battre en brèche les ouvrages avancés, et je suis diablement bien fortifiée, marquise. Et ce que vous appelez vos ouvrages avancés, ce sont vos créatures, n'est-ce pas? Ce sont vos amis? Justement. Et M. d'Emery est-il de vos créatures? Oui. M. Lyodot est-il de vos amis? Certainement. M. de Vanin? Oh, M. de Vanin, qu'on en fasse ce que l'on voudra, mais qu'on ne touche pas aux autres. Eh bien, si vous voulez qu'on ne touche point à messieurs d'Emery et Lyodot, il est temps de vous y prendre. Qui les menace? Voulez-vous m'entendre maintenant? Toujours, marquise. Sans m'interrompre? Parlez. Eh bien, ce matin, Marguerite m'a envoyé chercher. Ah? Oui. Et que voulait-elle? Je n'ose voir M. Fouquet moi-même, m'a-t-elle dit. Bah, pourquoi? Pense-t-elle que je lui eusse fait des reproches? Pauvre femme, elle se trompe bien, mon Dieu. Voyez-le, vous, et dites-lui qu'il se garde de M. de Colbert. Comment? Elle me fait prévenir de me garder de son amant? Je vous ai dit qu'elle vous aime toujours. Après, marquise? M. de Colbert, a-t-elle ajouté, est venu il y a 2 heures m'annoncer qu'il était intendant. Je vous ai déjà dit, marquise, que M. de Colbert n'en serait que mieux sous ma main. Oui, mais ce n'est pas le tout. Marguerite est liée, comme vous savez, avec madame d'Emery et madame Lyodot. Oui. Eh bien, M. de Colbert lui a fait de grandes questions sur la fortune de ces 2 messieurs, sur le degré de dévouement qu'ils vous portent. Oh, quant à ces 2-là, je réponds d'eux. Il faudra les tuer pour qu'ils ne soient plus à moi. Puis, comme madame Vanel a été obligée, pour recevoir une visite, de quitter un instant M. Colbert, et que M. Colbert est un travailleur, à peine le nouvel intendant est-il resté seul, qu'il a tiré un crayon de sa poche, et, comme il y avait du papier sur une table, s'est mis à crayonner des notes. Des notes sur Emery et Lyodot? Justement. Je serais curieux de savoir ce que disaient ces notes. C'est justement ce que je viens vous apporter. Madame Vanel a pris les notes de Colbert et me les envoie? Non, mais par un hasard qui ressemble à un miracle, elle a un double de ces notes. Comment cela? Écoutez, je vous ai dit que Colbert avait trouvé du papier sur une table. Oui. Qu'il avait tiré un crayon de sa poche. Oui. Et avait écrit sur ce papier. Oui. Eh bien, ce crayon était de mine de plomb, dur par conséquent. Il a marqué en noir sur la première feuille et, sur la seconde, a tracé son empreinte en blanc. Après, Colbert, en déchirant la première feuille, n'a pas songé à la seconde. Eh bien, sur la seconde, on pouvait lire ce qui avait été écrit sur la première. Madame Vanel l'a lu et m'a envoyé chercher. Ah. Puis, après s'être assurée que j'étais pour vous une amie dévouée, elle m'a donné le papier et m'a dit le secret de cette maison. Et ce papier, dit Fouquet en se troublant quelque peu. Le voilà, monsieur. Lisez, dit la marquise. Fouquet lut. Nom des traitants à faire condamner par la chambre de justice.
D'Emery, ami de monsieur F. Lyodot, ami de monsieur F. Devanin, indif. D'Emery, Lyodot, s'écria Fouquet en relisant. Ami de monsieur F, indiqua du doigt la marquise. Mais que veulent dire ces mots? Affaire condamnée par la chambre de justice. Dame, fit la marquise, c'est clair, ce me semble. D'ailleurs, vous n'êtes pas au bout. Lisez, lisez. Fouquet continua. Les 2 premiers, à mort. Le 3e, à renvoyer, avec messieurs d'Hautemont et de la Valette, dont les biens seront seulement confisqués. Grand Dieu, s'écria Fouquet. À mort, Lyodot et d'Emery? Mais quand même la chambre de justice les condamnerait à mort, le roi ne ratifiera pas leur condamnation, et l'on n'exécute pas sans la signature du roi. Le roi a fait M. Colbert intendant. Oh, s'écria Fouquet, comme s'il entrevoyait sous ses pieds un abîme aperçu. Impossible, impossible. Mais qui a passé un crayon sur les traces de celui de M. Colbert? Moi. J'avais peur que le premier trait ne s'effaçât. Oh, je saurai tout. Vous ne saurez rien, monsieur. Vous méprisez trop votre ennemi pour cela. Pardonnez-moi, chère marquise, excusez-moi. Oui, M. Colbert est mon ennemi, je le crois. Oui, M. Colbert est un homme à craindre, je l'avoue. Mais j'ai le temps, et puisque vous voilà, puisque vous m'avez assuré de votre dévouement, puisque vous m'avez laissé entrevoir votre amour, puisque nous sommes seuls, je suis venue pour vous sauver, monsieur Fouquet, et non pour me perdre, dit la marquise en se relevant. Ainsi, gardez-vous. Marquise, en vérité, vous vous effrayez par trop, et à moins que cet effroi ne soit un prétexte. C'est un cœur profond que ce monsieur Colbert. Gardez-vous. Fouquet se redressa à son tour. Et moi? Demanda-t-il. Oh, vous n'êtes qu'un noble cœur. Gardez-vous, gardez-vous. Ainsi? J'ai fait ce que je devais faire, mon ami, au risque de me perdre de réputation. Adieu. Non pas adieu, au revoir. Peut-être, dit la marquise. Et, donnant sa main à baiser à Fouquet, elle s'avança si résolument vers la porte que Fouquet n'osa lui barrer le passage. Quant à Fouquet, il reprit, la tête inclinée et avec un nuage au front, la route de ce souterrain le long duquel couraient les fils de métal qui communiquaient d'une maison à l'autre, transmettant, au revers des 2 glaces, les désirs et les appels des 2 correspondants.